Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Retail Web Série by MPV, un rendez-vous que nous organisons en partenariat avec l'officiel des réseaux. Cette web série est l'occasion pour nous de nous retrouver à distance avant de pouvoir enfin nous réunir sur le salon Marketing Point de Vente du 5 au 7 octobre, porte de Versailles. Aujourd'hui, nous allons parler développement durable, point de vente, retail responsable, éco-conception, fin de vie des PLV avec deux très belles marques que vous connaissez tous, L'Oréal et Yves Rocher. Ce rendez-vous va se dérouler en deux temps. Une première partie avec l'interview de nos speakers, Yves Rocher, L'Oréal et son partenaire Economédia. Puis, dans un deuxième temps, nous vous donnons la parole pour une session de questions-réponses. Alors surtout, n'hésitez pas, posez vos questions tout au long de cet épisode sur notre chat et nos speakers se connecteront à la fin pour vous répondre en direct. Je cède maintenant la parole à notre partenaire, Florian Lavenu, directeur général de CDI Média, pour notre premier temps fort, l'interview. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la web série by MPV. On a parlé digital et point de vente. Autre sujet très important et d'avenir, je dirais même d'actualité plutôt, développement durable et point de vente pour ce deuxième épisode. J'ai le plaisir pour nous accompagner et parler de ces projets d'Alexandra Chiche, responsable achat, retail et promo chez L'Oréal. Bonjour. Bonjour Alexandra. Et puis Florian Delpierre, vous êtes président fondateur de l'agence Economédia. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Economédia avant de rentrer dans le vif du sujet ? Oui, bien sûr, Economédia, on existe depuis 1997 et nous sommes volontairement tournés vers le point de vente, comment mettre en avant les marques en point de vente. Voilà. Ok. Alors, on va parler justement d'un cas concret d'activation dans ce cadre de développement durable. Alors, Alexandra, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur le programme L'Oréal pour le futur ? Bien entendu. Alors L'Oréal est très engagé dans le développement durable. Depuis 2013, le premier programme de développement durable de L'Oréal avait été lancé, qui avait, notamment pour le sujet qui nous intéresse de la PLV, abouti à éco-concevoir l'ensemble de nos PLV, notamment en France. Et depuis juin 2020, L'Oréal a décidé d'accélérer et a lancé son programme L'Oréal pour le futur, qui a des ambitions d'ici 2030. Ce qui change, c'est de pouvoir opérer dans les limites planétaires. Il y a 3 piliers dans ce programme. Le premier, c'est transformer notre activité afin justement d'opérer dans ces limites planétaires. Le second, c'est d'embarquer tout notre écosystème, clients, consommateurs et fournisseurs dans cette transformation pour leur donner les moyens d'opérer également de façon durable. Et le troisième, c'est d'adresser des sujets sociétaux et développement durable environnementaux prioritaires. D'accord. Donc, on va dire que cet engagement a été un petit peu gravé dans le marbre avec ce programme L'Oréal pour le futur. Il y a un des éléments qui est intégré à ce programme qui s'appelle Solidarité Sourcing. Est-ce que vous pouvez là aussi, parce que ça va nous intéresser pour la suite, nous expliquer ? Donc en fait, dans adresser les enjeux sociétaux notamment, L'Oréal s'est engagé depuis de nombreuses années à donner accès à l'emploi à des personnes qui sont exclues du milieu du travail, et notamment les personnes en situation de handicap à travers ce programme qui s'appelle le Solidarity Sourcing. Tout ce qu'on achète, on fait travailler des gens, et l'idée c'est de donner l'accès à l'emploi à des gens qui n'auraient pas d'emploi en dehors de l'activité qui est fournie par L'Oréal. Alors, vous l'avez dit un petit peu en intro, on va se concentrer sur la PLV. Il y avait un vrai souci chez L'Oréal, avant même ce programme L'Oréal pour le futur, d'être engagé et de trouver une solution pour permettre la valorisation dans ce cadre de l'économie circulaire des PLV. Tout à fait. En fait, on éco-conçoit, c'est la première étape du cycle de vie d'une PLV. Donc, on respecte certaines règles pour éco-concevoir nos PLV, mais ça ne sert pas à grand-chose si à la fin les PLV sont enfouis ou alors incinérés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer pour aussi garantir d'avoir des ressources de matières premières ou alors donner une seconde vie à nos PLV. Et c'était un vrai enjeu de trouver des partenaires qui puissent nous accompagner dans cette économie circulaire, dans la récupération en point de vente de nos PLV. Alors, c'est là, belle transition, merci beaucoup. On va voir avec Florian Delpierre. Alors, Economédia, donc vous l'avez dit, c'est une agence de merchandising et vous avez assez rapidement conçu un programme, alors vous allez nous en dire plus, qui s'appelle EconoGreen et qui correspond et qui répond à cette demande des marques sur du green notamment.
C'est bien ça, oui. C'est depuis de longues années, nous dessinons et fabriquons des PLV et nous les mettons en point de vente. Et à un moment donné, on s'est dit de quelle façon on pouvait agir, nous, à notre niveau, chez Economédia, pour agir simplement pour la planète. En plus de ça, on avait envie, c'est dans notre ADN, apporter et de s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire. Donc, pouvoir emmener avec nous les personnes en situation de handicap ou de réinsertion ou d'insertion. Voilà. Ça fait déjà un moment que vous réfléchissez à un vrai programme green de cette façon. Alors, chez Economédia. Ça faisait très longtemps, et puis il y a 36 mois, je me suis décidé de me lancer, accompagné de Vassilina Skupov, qui faisait une école, l'école 3A, Gaspard Delpierre et Paul Ségard, où je leur ai proposé de venir avec moi construire ce sujet-là. Donc c'était une belle action. L'école 3A a pour mission, c'est une école de commerce qui a pour mission aussi l'environnement, l'humanitaire et le social. Donc c'était une mission ensemble où on a travaillé ce sujet-là. Alors, pourquoi vous êtes rapproché de L'Oréal dans ce cadre? Alors, comment s'est fait la rencontre? Expliquez-nous, racontez-nous. Alors, une fois qu'on avait commencé à écrire ce projet, que ça commençait à fonctionner, je me suis tout de suite retourné vers L'Oréal Paris. Et j'ai rencontré Alexandra Chiche, à qui j'ai fait la présentation. Il y avait également à l'époque Anne-Laure Thomas qui s'occupe de la diversité chez L'Oréal, c'est important. Et je leur ai simplement présenté l'idée, le projet, notre volonté à aller créer cette nouvelle approche pour la valorisation de la PLV. Et tout de suite, Alexandra ne m'a pas dit non, elle m'a dit ok, mais comment on fait ? D'accord. Il y a une chose de très spécifique dans votre démarche, c'est la collecte de tri. Enfin, la collecte, tri, valorisation. C'est ça, la démarche, elle est basée sur le plus... effectivement, il y a des PLV partout dans les points de vente, et le plus dur, c'était d'organiser la collecte. Et donc, comment organiser la collecte ? Donc aujourd'hui, on a un principe de collecte qui est quasiment sur l'ensemble, enfin sur toute la France, sur notre territoire national. Donc nous sommes capables d'aller collecter des gisements de PLV. Ensuite, nous allons aller vers les centres de tri. Justement, ce sont nos partenaires qui vont nous accompagner dans l'économie sociale et solidaire. C'est le groupe Élise aujourd'hui. Alors on en développe d'autres actuellement, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc on va les collecter. Nous allons pouvoir trier les PLV sur place sur ces centres de tri. Et ensuite, on va leur donner 3 chemins de valorisation. Le recyclage, qui va nous permettre d'aller sur les bonnes filières, la valorisation énergétique, le retour du bois chez un menuisier de façon locale, le retour du métal chez un ferrailleur par exemple. Ça c'est le premier chemin de valorisation. Le deuxième c'est le réemploi, c'est on va pouvoir récupérer des PLV, des mobiliers qu'on va réutiliser à nouveau dans le point de vente, soit en les customisant, soit en leur redonnant une nouvelle vie sur ce sujet, mais en point de vente. Et un troisième qui est très important, qui est la réutilisation. Pour nous c'est aussi un axe fort, et on pourra vous l'expliquer avec Alexandra, on va pouvoir récupérer des mobiliers ou des meubles et on va ensuite les offrir sous forme de dons à des ressourceries ou des associations. Oui, il me semble quand on avait échangé, vous m'aviez parlé d'Emmaüs. Alors, entre autres, Emmaüs, mais on les connaît, Emmaüs ce sont les plus connus, mais on va plutôt se retrouver sur des ressourceries de proximité près de nos centres de tri. Et donc, c'est toutes les ressourceries. On s'aperçoit qu'il y a un maximum de ressourceries aujourd'hui engagées dans l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment un travail assez incroyable depuis ces 36 derniers mois où on découvre énormément de choses. Et notre solution a été vraiment de tisser une forme de maillage entre tous ces acteurs-là. Alors, on a bien compris que d'un côté, il y avait une problématique chez L'Oréal, mais qui est là depuis de nombreuses années. On a parlé de 2013, le cheminement. Et chez Economédia, vous aviez réfléchi à votre solution EconoGreen. Alors, une fois que vous vous rencontrez, une fois que vous avez fait la présentation, que Alexandra a dit « Ok, Banco, on avance », comment se fait la mise en place avec les exemples concrets je pense en boutique, sur des produits. Comment est-ce que vous avez travaillé? Je sais pas, Florian, peut-être. Alors, juste un point avant, c'est en plus de cette démarche, évidemment, de valorisation de la PLV, au final, ce qui a séduit L'Oréal et Alexandra et ses équipes, c'était qu'on fournissait la preuve de notre action, c'est-à-dire que nous avons été formés par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, qui nous permet aujourd'hui d'apporter un bilan carbone de ces opérations. C'est-à-dire que le bilan carbone va être très fort puisque c'est le résultat de l'action que l'on va traiter avec nos clients. Voilà. D'accord. Alors, sur la mise en place avec L'Oréal, sur quel type de produits ou d'actions très rapidement vous êtes concentré ?
Je sais pas, Alexandra. Oui, alors on avait décidé ensemble de faire quelques pilotes pour voir comment fonctionnait l'opération. Et malheureusement, avec la crise, on a eu pas mal de fermetures de points de vente qu'on avait en propre, notamment des boutiques des marques Kills et Nix. Et donc, ces boutiques étaient équipées de pas mal de mobilier assez qualitatif et pas forcément usé. Et donc, qui pouvaient avoir tout à fait une seconde vie et une réutilisation, comme l'expliquait Florian. Donc, on s'est mis d'accord que les équipes de Elis, donc l'ESAT qui était partenaire de proximité avec les boutiques que nous avions à traiter, allait intervenir pour récupérer une partie du mobilier et pouvoir ensuite le nettoyer, enlever le branding, puisque c'est important que nos marques ne continuent pas à perdurer dans les ressourceries. Et puis nous avons décidé de les offrir à des ressourceries. Donc on parle d'armoires qui servent à présenter des produits dans les ressourceries, de tables, de chaises, de présentoirs qui ont comme ça une seconde vie et qui peuvent être soit réachetés par monsieur tout le monde qui se rend dans une ressourcerie, soit qui peuvent juste être utilisés pour présenter d'autres produits. Il y a aussi, il me semble, une action de collecte, notamment sur la marque Maybelline. Je sais pas. Alors ça, c'est un sujet que l'on est en train de mettre en place, qui est bien parti, et aujourd'hui on a déjà les résultats et ça fonctionne plutôt pas mal, mais on attend de voir une autre partie, une équation financière qui est importante. On a un sujet qui est fort, c'est aussi parfois le déstockage, puisque c'est un sujet fort chez les marques, et on l'a rencontré avec L'Oréal, ils sont équipés de sites de stockage avec des mobiliers, et donc aujourd'hui on est en mesure de pouvoir récupérer ces palettes qui sont en stock, et donc typiquement sur le site d'Ingré pour L'Oréal Luxe, où on récupère ces palettes, on a parfois 44, 50, 60 selon les volumes, et ensuite on va trier. Dedans on retrouve de la PLV qui n'a pas été forcément installée en point de vente, ou des PLV qui sont aujourd'hui obsolètes par rapport aux nouvelles marques. Voilà. Et ça c'est vraiment très intéressant, puisqu'on découvre chez nos clients et chez L'Oréal aujourd'hui qu'il y a des stockages permanents, donc il y a aussi des coûts de destruction qui sont faits à ces sujets-là. Il y a les points de vente, évidemment, c'est comment on est capable d'aller en point de vente. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure, avec notre solution, c'est de pouvoir aller à la fois en point de vente collecté, sur les sites de production de nos clients, sur les sites de stockage de nos clients, et pourquoi pas, et ça c'est assez intéressant, chez L'Oréal, et c'est pour ça qu'on avait tapé à la porte, ils sont vraiment tous très très engagés, tous, et même des personnes de chez L'Oréal sont capables d'aller elles-mêmes, quand elle est dans le point de vente et très près d'un centre de tri, déposer de façon naturelle les gisements de PLV. Voilà. D'accord. Donc là, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que vous travaillez sur ces projets. Il y a peut-être des premiers chiffres que vous avez pu sortir. Alors, normalement, il y en a qui vont s'afficher pour les gens qui nous regardent, mais est-ce que, Florian, vous pouvez nous donner quelques éléments, des premiers éléments chiffrés ? Ah oui, c'est de bonnes nouvelles, puisque depuis fin 2020, avec L'Oréal et l'ensemble de nos clients, nous sommes à quasiment 70 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère, donc ça c'est important, et on peut le dire puisqu'on a une preuve qui est l'application, en fait, la méthode Cantigès de l'ADEME. Ça fait grosso modo 72 000 kilos de gisements de PLV. Et ça veut dire quoi ? Parce que moi je suis pas un scientifique, donc à un moment donné ça m'intéressait de le traduire pour quelqu'un comme moi ou d'autres, et de façon un peu plus sexy. 70 tonnes de CO2 non rejeté, c'est l'équivalent de 980 000 km en Twingo en ville. C'est aussi 13 000 allers-retours Paris-Bordeaux en train, ou 70 allers-retours Paris-New York en avion. Et un chiffre aussi intéressant, évidemment, c'est 350 arbres non coupés. Voilà. Ouais, donc il y a des chiffres concrets et c'est important dans la période que nous vivons. Alexandra, chez L'Oréal, vous êtes très content de ce programme. Comment vous vivez ça en interne ? Tout à fait. En fait, le vrai point fort, je veux dire, il n'y en a pas qu'un seul, mais le principal, c'est la simplicité avec laquelle on entre en contact avec Iconogreen et on leur dit, voilà, on a un projet, il faudrait dans une semaine aller récupérer des choses dans un point de vente, dans une centrale de distribution, et surtout nous faire un bilan de ce que vous avez récupéré, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a à récupérer. Et on a la certitude, avec le bilan Cantigès dont Florian parlait, d'avoir une méthode scientifiquement éprouvée qui nous donne des chiffres sur les bilans carbone, et aussi le nombre d'heures de l'économie sociale et solidaire, qui est important pour notre programme de Solidarity Sourcing, puisque chaque année nous sommes audités sur ce programme-là, et donc avoir des chiffres fiables est un des points importants également.
Moi, il y a une chose que je remarque et j'aimerais qu'on revienne là-dessus pour les gens qui nous regardent toujours et qui souhaitent mettre en place ce type d'action. Est-ce que vous confirmez qu'il faut avoir des équipes aussi salariées, des collaborateurs engagés autour de ces thématiques-là pour que ça fonctionne mieux, en tout cas ? Le programme L'Oréal pour le futur, il fonctionne chez nous parce que oui, effectivement, dans nos objectifs personnels et dans les critères de recrutement, je dirais, on est tous un peu sensibilisés à ces sujets de développement durable. Mais aujourd'hui, qui ne peut plus l'être, en fait ? Je dirais, la planète est quand même en danger et il est temps d'agir. Donc, en fait, on a tous une responsabilité et c'est ça qu'on a partagé avec Florian dès le premier jour. On a tous une responsabilité et les petites actions qu'on peut mettre en place, les petites gouttes feront les grandes rivières en fait. Il n'y a pas de petites actions. Vous aussi, Florian, vous confirmez ça, l'engagement quand vous travaillez avec une marque, c'est important l'engagement collaborateur ? L'engagement doit être global, du président à la personne qui est sur le terrain. Il n'y a pas de choix, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un impulse global. Ça, c'est évident. Pour passer à la transition écologique, il faut que tout le monde soit aligné. Mais c'est comme tout à chacun dans un centre-ville. Voilà, enfin, on doit aller. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. C'est pas anxiogène, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Les chiffres sont là avec la planète. On doit agir. Et si on peut agir chacun à notre niveau, c'est vraiment le top. Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, Alexandre a raison, c'est plus de 730 heures aujourd'hui de travail pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est un chiffre qui est très important et ça a permis déjà une création d'emplois sur un des sites. Enfin voilà, on apporte aujourd'hui des heures de travail, des nouveaux business dans notre jargon, mais en l'occurrence c'est vraiment très important. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat aussi aujourd'hui. Il y a une question aussi qui est, en tout cas que je me pose, c'est que là on parle de L'Oréal, donc c'est une énorme entreprise, mais en fait on n'a pas besoin d'être L'Oréal pour pouvoir actionner ce type d'action. Est-ce que vous avez d'autres exemples que vous travaillez actuellement avec des marques, des clients ? Alors, on a d'autres exemples. On a des exemples chez Unilever. On a eu l'occasion de travailler avec Ferrero et d'autres, plein d'autres. Voilà, mais on avance sur ces sujets-là aujourd'hui. C'est aussi intéressant parce que certains de nos clients nous demandent aussi, à partir du moment où on leur donne une réponse sur la partie recyclage de la PLV, de leur donner une réponse sur l'éco-conception. C'est comment on peut avoir un meilleur recyclage derrière, une meilleure fin de vie. Donc ça, on y travaille beaucoup. L'Oréal a déjà largement dépassé ce cap depuis presque 2013, je crois, de travailler sur l'éco-conception. Aujourd'hui, on a ce sentiment que ça devient une mode, non, on y travaille depuis toujours. C'est simplement l'éco-conception. C'était très bien de se dire, ok, c'est éco-conçu, mais c'est comment on le trie facilement derrière et comment on peut emmener les produits triés sur les bonnes filières facilement. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Merci beaucoup. Alexandra, vous aussi chez L'Oréal, donc là par rapport au programme L'Oréal pour le futur, est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être mises en place, alors avec Economédia ou d'autres ? L'économie circulaire, c'est un engagement du groupe d'y aller, l'économie sociale et solidaire également, donc en fait on va faire ce qu'on appelle chez L'Oréal le scale-up, donc on a fait des pilotes et puis on va étendre ça à d'autres pays, d'autres divisions, d'autres marques, donc la France était pilote sur ce programme-là et puis le marché de la PLV est quand même en train de fortement bouger, il y a plusieurs acteurs autres que EconoGreen aussi qui se mettent à ce sujet-là, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Et donc, on a des projets un peu partout dans le monde sur ces sujets-là. Alors, là aussi, belle transition. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous demander, aujourd'hui, vous travaillez sur la France avec L'Oréal. Economédia ou le programme EconoGreen, demain, ça sera en Europe ? On espère. Aujourd'hui, on essaye de bien le faire sur le territoire français. Chaque pays, on commence à se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément les mêmes préoccupations, enfin les mêmes façons d'aborder l'économie sociale et solidaire, c'est ça qui est intéressant. Mais avant d'aller jouer en Italie, en Allemagne ou ailleurs, on doit être très efficace ici, et puis on commence en tout cas à y réfléchir. Effectivement, on a très souvent des questions d'Alexandra en nous demandant où on en est. Mais on avance petit à petit sur le sujet, oui. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, Florian ou... Écoutez, nous sommes aussi en train de travailler sur un sujet qui nous passionne, qui est un nouveau picto. Et ça, pour nous, c'est de donner la preuve également au client final. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est un pictogramme que l'on vient directement imprimer sur la PLV. Et avec ce QR code, vous allez pouvoir scanner en magasin, vous, clients. Florian, par exemple, vous scannez le QR code et ça va vous donner la partie éco-conçue de la PLV, mais également sa fin de vie, avec les preuves à travers ce pictogramme
mobilier éco-conçu. Voilà. Là, on se lance très fort sur le sujet parce qu'on pense que le mot-clé demain, c'est la transparence avec les clients. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé ces minutes avec nous. On a pu discuter d'actions concrètes qui nous passionnent aussi en tant que consommateurs. Je rappelle aux gens qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dans l'application Zoom directement. Vous avez une touche questions-réponses. Vous pouvez cliquer et les poser. On prendra le temps d'y répondre à la fin de ces interviews. On se retrouve pour la deuxième partie tout de suite avec Yves Rocher. Et merci d'être encore avec nous pour cette deuxième partie. Vous êtes toujours dans l'épisode 2 de la Retail Web Série by MPV et nous parlons toujours RSE et Retail. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement dans l'application Zoom. Vous verrez, il y a le petit logo en bas questions-réponses. Posez vos questions et à la fin de ce simu-live, on pourra y répondre en live avec vous. Pour cette deuxième partie, nous avons le plaisir de recevoir Ludovic Codazzi. Bonjour. Bonjour. Alors Ludovic, vous êtes Retail Identity et Design Manager pour Yves Rocher. Je rappelle, alors je ne vais pas représenter Yves Rocher, je pense que tout le monde à peu près voit ce qu'est l'enseigne Yves Rocher. Par contre, c'est quand même 3000 points de vente à travers le monde, en propre et en franchise. Et puis c'est 60 millions de clients également à travers le monde, donc une marque référente sur son secteur. Alors Ludovic, la première question moi, que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le rôle de la RSE au sein de Yves Rocher? Il me semble que c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Donc voilà, vous parliez de la marque. Effectivement, la marque est une marque connue des Français, mais dans le monde aussi. Elle a été créée par Monsieur Rocher en 59, et je crois que l'éco-conception ou le RSE, qui n'était pas appelé comme ça à cette époque-là, en tout cas, c'est vraiment l'ADN de la marque, puisque depuis longtemps dans son parcours, la marque a été très très sensible à cette dimension de nature, de préservation de la nature. On plante beaucoup d'arbres grâce à la fondation Yves Rocher depuis de nombreuses années. On est à plus de 150 millions d'arbres. On a un objectif à 150 millions d'arbres. Et puis dans nos produits, depuis des années, les premières éco-recharges ont été mises en magasin par Yves Rocher. On a fait beaucoup de choses au niveau du produit, mais aussi on en parlait au niveau des sacs en magasin. On a été les premiers à retirer ces fameux sacs plastiques des magasins bien avant la législation. 10 ans, je crois, avant que ce soit obligatoire. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu spontanément par la marque qui anticipe ces changements et puis qui les porte en elle. Et on a un autre changement qui est très récent, là, en 2020. On a retiré en fait l'équivalent de 2700 tonnes de plastique par an, puisqu'on a transformé nos flacons plastiques en flacons en plastique recyclé, recyclable, ce qui représente sur une année, en estimation à peu près de consommation, 135 millions de bouteilles. Donc voilà, pour preuve que c'est un combat quotidien, que ce soit sur les actions de la marque dans ses magasins, que ce soit aussi dans les actions de la marque sur ses produits, enfin un petit peu en 360, c'est vraiment un sujet qui nous anime au quotidien. Ouais, là aussi sur les bouteilles, comme vous l'expliquez, c'est vrai que vous êtes aussi en avance par rapport à la législation, puisque ça a été voté avec une obligation, je crois, en 2025. C'est ça, et de seulement 30%, alors qu'en fait, nous, finalement, on va faire 100% en 2020. Donc voilà, bravo. Merci. En tout cas, les équipes marketing, la marque, en tout cas, là, moi, je suis plutôt un retailer, mais en tout cas, les équipes sont ultra investies sur ces sujets-là, parce que, comme on le disait, c'est vraiment quelque chose de très profond depuis l'origine. La Gacilly, c'est un petit village de Bretagne, très naturel, où on se ressource bien, et cette idée anime vraiment les équipes au quotidien. Alors justement, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on a souvent tendance sur ces projets, ces green projets, j'ai envie de dire, de marquer des grandes étapes. Mais c'est aussi bien d'expliquer, c'est pour ça que vous êtes avec nous, concrètement comment ça se passe, de mettre en place ces transformations. Alors, en ce qui vous concerne dans le retail et dans la PLV, on va dire dans le marketing, j'aimerais justement qu'on puisse expliquer aux gens qui nous regardent comment ça se traduit alors en point de vente. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet très important qui va se mettre en place en septembre 2021 et qui justement rentre dans ce cadre? Alors l'idée, c'est que effectivement il y a ce projet qui est une illustration finalement de ce chemin qu'on prend. On a parlé des racines qui nous irriguent au quotidien, donc tous les collaborateurs, les équipes, mon équipe aussi est très investie sur ces sujets, et donc on essaye tous de trouver des solutions dans nos métiers. Donc forcément en tant que retailer, on pousse un petit peu les sujets et on essaye d'innover, parce que effectivement c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de transformer. On a 3000 points de vente, on l'a dit, donc la transformation d'un réseau aussi lourd vers quelque chose de plus green, c'est un combat, vraiment il faut être motivé, trouver des
solutions. Donc effectivement, et donc sur chacun de nos projets depuis de nombreuses années, on essaye d'amener cette dimension d'éco-conception, donc d'éco-design, qui est un sujet qui est peut-être un petit peu vu très Yves Rocher, comme je vais en parler aujourd'hui, parce que ça correspond à du merchandising, ça correspond à du mobilier, ça correspond à des choses qui sont très in-store, on va dire. Mais en tout cas, c'est de cette façon qu'on essaye aujourd'hui de trouver des solutions simples, intelligentes, pensées dès le début, puisqu'en fait, on a un peu pour credo, mais c'est une phrase célèbre qui dit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc aujourd'hui, quand on nous demande, nous en tant qu'équipe design, équipe retail, de réfléchir à un besoin, parce qu'on a toujours des besoins quand on lance un produit, on a besoin de l'illustrer, de le mettre en avant, de le magnifier en magasin. Et bien la première question qu'on se pose, c'est est-ce que nous devons produire ce nouveau display, cette nouvelle solution, et plutôt qu'essayer d'upcycler quelque chose, de trouver une solution en fait intelligente de réutilisation. Et si on n'est pas capable aujourd'hui de réutiliser parce que les besoins sont compliqués, eh bien on va chercher quelque chose qu'on va essayer de penser dès le début dans sa conception éco-design. L'idée, c'est de dire aujourd'hui on est capable d'intégrer la conception et tout le sujet de design dès le début, donc on met toutes nos contraintes et techniques et de forme et d'usage, parce qu'on n'oublie pas l'usage. L'éco-design, ça ne sous-entend pas que demain c'est plus compliqué ou ça marche moins bien, et on essaie d'intégrer tout ça et de sortir une solution qui répond à la solution qu'on attend, mais aussi anticipe peut-être demain d'autres utilisations. C'est un peu ça le credo. Donc, et je reviens à la question, parce que je suis un peu... Oui, donc ça va se matérialiser dès septembre 2021. Voilà. Donc dès septembre 2021, on a un gros projet, puisqu'on relance un grand produit de soins du visage qui s'appelle Elixir Botanique, qui va être vraiment quelque chose de très très puissant en termes de cosmétiques. Et pour accompagner ce lancement, toute notre linéaire skincare, soin du visage, va être repensé complètement. Et pour cela, on avait besoin d'un display, donc d'un support merchandising simple, très évolutif, parce qu'il devait pouvoir répondre à beaucoup de configurations magasins. Vous savez, chez Yves Rocher, on a en France des magasins assez grands, à l'international des magasins plus petits, donc des mètres linéaires très différents. On peut avoir des configurations en recto-sol, en recto-verso, donc beaucoup de contraintes finalement pour un objet qui doit juste mettre en avant un produit, et le besoin d'une élasticité, c'est-à-dire que de temps en temps, on a besoin que le matériel puisse être plus grand ou plus petit. Donc tout le challenge, c'était de dire comment on peut faire ça de façon simple et pas faire finalement 3 matériels pour 3 besoins, plutôt un matériel pour X besoins. Et donc on a travaillé, l'équipe a trouvé des solutions. Donc en fait on a créé à partir d'une petite base, en fait un élément assez smart qu'on peut démultiplier, et finalement qui est très discret dans sa mise en linéaire, mais qui est un élément très technique, finalement très 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 pensé et très compliqué à mettre en œuvre. Et du coup, c'est notre réponse aujourd'hui à finalement ce besoin de septembre 21, mais finalement demain, on a des lancements futurs qui pourront être, on va dire, utilisés et mis en avant avec ce produit. Alors ça veut dire que à partir de septembre 2021, même si on a vu que vous avez commencé même là avant l'été, on est au mois de juin, il y a du shampoing solide qui a été lancé aussi, qui répond aussi à ces exigences RSE, mais ça veut dire que sur le display que vous nous présentez, dès septembre 2021 et après, à chaque fois qu'il y aura une sortie produit, que vous allez choisir de mettre en avant et de pousser sur la promotion d'un produit, ça va être pensé comme cela, c'est-à-dire je vais éco-concevoir un meuble, ou une PLV ou ce qu'on veut, avec l'objectif que déjà donc c'est éco-conçu, déjà dans le choix des matériaux c'est important, mais surtout il va pouvoir servir à autre chose après avec un format unique. Exactement, c'est l'idée d'une petite base qu'on peut la multiplier, la démultiplier, la réduire, la retourner. Il y a une espèce de Rubik's Cube magique qui fait plein de possibilités. L'idée aussi, c'est, vous parliez des shampoings solides, c'est une autre façon d'illustrer. Alors là, on a créé en fait on avait besoin d'un meuble pour mettre en avant cette nouvelle gamme qui sort là, qui cartonne, on est très content, de shampoings solides. On a 3 références en shampoings solides. Il fallait finalement illustrer dans le magasin une nouvelle catégorie produit, du shampoing solide, très engagé, avec un emballage vraiment bien pensé et un produit très éco-conçu et qui répond aux besoins de nos consommateurs aujourd'hui. Et il fallait l'illustrer, et donc l'illustrer avec nos mobiliers classiques, ça aurait été finalement possible, mais simple. Là, l'idée, c'est qu'on a théâtralisé ça en utilisant du carton recyclé, du reboard, et dans sa conception, on a été jusqu'à penser cette plaque de reboard qu'on utilise sans aucune perte, avec des principes de découpage qui font que finalement, dans tous nos magasins, alors on a plusieurs générations de magasins, ce display va être le même et va s'adapter automatiquement en rendant la vie très simple aux équipes terrain, parce que l'idée c'est pas que finalement on ait un Rubik's Cube à monter pour le coup, mais que ce soit hyper simple à déployer.
Et donc en fait c'est une illustration aussi de l'éco-conception dans une forme peut-être moins moins smart, moins visible, mais là c'est un meuble qui renvoie en plus, parce que c'est l'intérêt aussi de notre approche design, c'est qu'on se dit il y a une vraie volonté d'un vrai éco-design, c'est-à-dire économiser de la matière, ne plus puiser de la matière vierge, simplifier, être moins lourd, simplifier le transport avec des packings plus petits, enfin toute la chaîne évidemment, mais en fait ce qu'on a envie aussi, c'est d'exprimer finalement à travers ces displays que la naturalité et l'authenticité de la marque, donc choisir des matériaux qui ont une expression et qui ont une sensation, une valeur, quelque chose qui code en fait la naturalité. Donc on essaye d'aller vers des matériaux recyclés qui en plus dégagent quelque chose de recyclé. Parce qu'un plastique recyclé, finalement, il va pas exprimer quelque chose. Bien sûr. L'idée, c'est qu'on va chercher ces matières, on essaye de les trouver en tout cas pour. Et justement, dans ces projets-là, ces deux projets qu'on évoque là, est-ce qu'il y a aussi l'après point de vente, c'est-à-dire sur le recyclage, comment ça se passe une fois qu'on n'aura plus besoin dans les points de vente de ces meubles ou de ces présentations, comment est-ce que vous l'organisez ? Alors aujourd'hui, en fait, l'idée c'est qu'on travaille sur ce qu'on livre en ce moment là, c'est complètement démontable, c'est pensé sans colle. Sans stickers, sans éléments qui les rendent finalement inséparables. Et du coup, finalement, quand on est en fin de vie, on a juste à dire à nos équipes magasins de séparer les éléments. Et alors que finalement, dans le passé, on livrait quelque chose de très qualitatif, mais en fait, en multimatériaux et quasiment jamais recyclable. Donc là, finalement, on appréhende cette idée de la fin de vie dans nos magasins. Et c'est vous-même qui organisez après la récupération dans les points de vente des éléments ? Alors typiquement là on a un exemple sur un autre projet qui est un projet de maquillage. En fait on a lancé en février 21 une nouvelle gamme de maquillage dont le déploiement va durer assez longtemps. Et en fait le premier temps c'était le segment yeux, donc on a lancé des mascaras et beaucoup de produits maquillage. Et en fait, quand on lance des nouveaux produits en maquillage, forcément, il faut enlever ce qu'on appelle une platine chez nous. Enfin, c'est un meuble plastique dans lequel on met les produits en testing et en stock. Donc, on les a récupérés. Et en fait, au lieu de les jeter comme on aurait pu le faire par le passé, on s'est dit, on va les récupérer. Et donc, on a mis en place un système de collecte, parce qu'en fait, on a un système déjà de collecte existant dans nos magasins. Donc, on a utilisé ce réseau de retour. On a livré un carton à nos équipes en leur disant, voilà, maintenant, quand vous démontez vos platines, vous les mettez là. La prochaine tournée de retour qui existe déjà, finalement, on ne va pas faire un transport supplémentaire. On prendra un carton de plus. Alors, on n'a pas eu de chance parce que je vous parlais du lancement en février et c'est tombé en pleine période de Covid. Donc, on s'attendait à plus d'éléments, mais finalement, on s'attendait à connecter 3 tonnes de récupérer 3 tonnes de matières premières. Notre parc était fermé à 50%. On a récupéré 1,6 tonne. Et en fait, cette matière, du coup, on l'a envoyée à un broyeur. Enfin, on l'a d'abord envoyé à notre plateforme en Bretagne, à Legacy, qui l'a trié, qui a séparé ces éléments qui étaient finalement pas séparables avant. Donc, une tâche, un coût aussi, parce qu'il faut parler des choses dans la réalité des faits. Donc, on les a séparés. Et puis, finalement, la partie testeur qui était en ABS, on l'a envoyée en recyclage. Elle a été broyée, on a récupéré de la matière et ça va nous permettre, dans la prochaine production qui va être livrée en septembre, finalement de fournir notre propre matière première à hauteur de 30% du volume. Et quand on connaît aujourd'hui le coût des hausses matières premières dans le monde, notamment sur l'ABS qui a pris un nombre de pourcents assez faramineux là, dans ces derniers temps, nous on arrive avec finalement 30% de notre matière première à un coût qu'on a maîtrisé. Parce que ce test est hyper positif, donc on est beaucoup moins cher que l'ABS vierge, et donc c'est assez vertueux finalement, parce qu'on a un peu investi au départ. Oui. Finalement le payback il est évident, et en plus le payback au sens écologie, est très fort, et il est encore plus fort, c'est que nos équipes en fait terrain, les vendeurs et vendeuses en magasin, ils étaient très contents de faire cette action, et ils ont très vite demandé, mais du coup on a quand les produits finalement qu'on a aidé à reconstruire. Donc on leur dit c'est septembre, et donc ce qui est intéressant, c'est que les équipes centrales, donc les équipes des fonctions métiers support, elles sont fondues de ce sujet. Les équipes terrain finalement participent aussi à l'effort et du coup mettent leur énergie aussi pour nous donner du résultat. Et donc au total on a quelque chose d'assez complet et en plus très efficace. Donc l'idée c'est que on a fait un bilan de ce test, parce que c'était un test. Et on va généraliser en fait, et on va essayer de l'étendre le plus possible aux pays qui sont pas très loin de nous pour récolter plus de matières premières, parce que les frais fixes étant fixes, plus on a de matières premières, plus on va faire baisser notre coût de matières premières. Voilà. Moi je trouve ça très intéressant, et vous soulevez un sujet, j'allais y venir, c'est justement l'engagement des équipes, parce qu'on en parlait avec L'Oréal dans la première partie. Est-ce que vous confirmez que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une implication aussi des hommes
sur le terrain. Alors à la fois au siège, dans les points de vente, que ce soit vraiment en fait toutes les parties de l'entreprise qui participent à cette transformation. Tout à fait. Il y a vraiment qu'on a dit au début sur le sens que la marque donne aux produits qu'elle délivre à ses magasins. Donc ça, on en est investi, mais derrière, il y a des individualités, et il y en a beaucoup dans mon équipe qui sont personnellement très investis. Et l'intérêt, c'est que du coup, elles amènent beaucoup de choses, beaucoup d'idées. On ne peut pas toujours tout réaliser, mais en tout cas, ça pousse beaucoup. Et c'est hyper important, d'autant que le sujet, finalement, est assez complexe. Quand on commence à s'engager dans l'éco-design, on évite, quand on choisit des matériaux, par exemple, nouveaux, qui ont une certaine souplesse, une certaine élasticité. Alors qu'on prenait des plastiques ou des métaux quand vous produisez un display en PET par exemple, il est toujours aux cotes. Quand vous allez dans du carton, il y a une petite tolérance. Donc quand vous ajustez des éléments dessus, ça devient plus compliqué. Donc ça demande un peu plus d'explications aux équipes terrain, parce qu'on leur dit voilà, on vous livre pas un tout en un, mais on vous livre quelque chose qu'il faut poser, adapter et puis surveiller, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc il faut que tout le monde ait conscience de participer à une espèce de mission globale, mais aussi, en tout cas, que le produit qu'on délivre soit vraiment nickel. Mais il y a cette idée vraiment d'aller chercher des solutions, parce que la petite base dont je parlais tout à l'heure pour le lancement de septembre, c'est quelque chose qui n'a l'air de rien, mais en fait qui prend beaucoup de temps à fabriquer, à penser. Et on voit que même techniquement à fabriquer aujourd'hui, on est dans la phase de fabrication. On doit travailler beaucoup avec les fournisseurs pour trouver le bon ajustement pour que ce soit faisable, et que ça consomme très peu de matière, que ce soit facilement démoulable. Et on a beaucoup de sujets techniques, mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas cacher cette dimension. L'implication des équipes et la volonté de bien faire et de réussir, et puis à côté de ça, le fait que ça prend plus de temps. Et voilà. Non, mais tout à fait. Et là aussi, c'est là où vous faites des belles transitions. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que on sent que le cercle est vertueux, on sent qu'il y a énormément de positifs, mais il y a quelques contraintes. Et là, vous parliez des matériaux, de travailler avec les fournisseurs. Elle se situe ici, les contraintes, il y en a d'autres peut-être qu'on n'a pas évoquées. Il y a le fait par exemple, je vous parlais de notre test de récupérer nos platines, maquillage, donc ça veut dire qu'il faut mettre en place un circuit de collecte nouveau pour tester quelque chose. Il faut l'implication dans une maison comme Yves Rocher, il y a des services logistiques, des services techniques, donc il faut fédérer, et les gens sont très facilement fédérés autour de ces projets, mais c'est quand même beaucoup de coordination. Il faut tester, avoir le temps de faire des bilans, vérifier l'efficacité, avoir des fournisseurs qui ont envie d'être impliqués sur un test qui finalement, une tonne 6 de matière recyclée, c'est pas non plus un projet très important. Donc il faut fédérer, il faut mobiliser, et puis mais cette complexité, oui, effectivement, elle est là. Elle est bien réelle pour nous en tout cas. Mais elle est très motivante. Enfin, je veux dire, je veux pas avoir c'est pas le côté négatif de la complexité. C'est plutôt challengeant en fait. C'est-à-dire qu'on doit innover, on doit être créatif, et c'est challengeant pour tout le monde. C'est ce que vous dites, parce que moi j'ai retenu une phrase qui m'avait intéressé quand on avait échangé pour préparer ce rendez-vous. Il faut savoir changer d'état d'esprit, accepter la complexité dans ce genre de projet. Ça paraît simple quand c'est dit, mais quand on parle de centaines de personnes ou même de milliers de personnes à travers le réseau retail, il faut que chaque personne puisse se dire je réfléchis différemment parce que je mène quelque chose de positif en fait derrière. Exactement. Et ça, nous on essaye de pousser cette idée de changer de mindset, parce qu'effectivement, je vous le disais tout à l'heure, l'exemple de la matière qu'on choisit. Aujourd'hui, le plastique ou le métal, quand vous délivrez une pièce, et les finales, c'est toujours la même. Quand vous êtes dans des matériaux plus souples, moins sûrs, il y a forcément une tolérance qui fait que finalement, il y a d'autres éléments qu'on n'avait pas à gérer avant qui viennent s'additionner. Puisque, par exemple, de l'humidité quand on stocke, des choses qui viennent. Et donc ça, il faut les anticiper, parce qu'effectivement, donc la complexité, elle est là, c'est qu'on est un peu en mode R&D sur ces sujets. Oui. Sans prétention, mais vraiment, il y a cette dimension-là. Oui, c'est du testing en temps réel. C'est ça. Et c'était l'intérêt aussi de venir aujourd'hui partager avec vous, parce que je sens et je sais que si on n'est pas tous ensemble à échanger finalement nos expériences sur ces sujets-là, on va aller moins vite. Aujourd'hui, l'idée, c'est que nous, on fait des tests, plein d'autres marques font des tests, et je trouve intéressant de vraiment partager et d'essayer d'aller dans un sens commun, parce que je pense qu'on en a tous besoin et envie, je pense. Envie, voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. En tout cas, moi, je veux vous remercier d'avoir passé ces minutes avec nous. Ça passe très vite parce qu'on sent qu'on a quelqu'un de passionné avec nous. Vous diriez, juste pour terminer, quand même, que même si vous êtes en phase de test, on va dire, en tout cas, on apprend en marchant, comme le dit l'adage.
vous direz que c'est quand même positif dans l'ensemble? Il y a quand même plus de côté positif que de phases où on se pose les questions de savoir si ça va fonctionner ou pas? Non, pour être très clair, c'est totalement positif, c'est totalement challengeant, motivant, donc c'est vraiment un souffle d'innovation qui est là. Et puis, je dirais, pour rassurer, parce que quand on est retailer, il y a plusieurs sujets qui nous intéressent. On parle d'une approche éco-conception, mais on est très attaché au prix des displays, des mobiliers qu'on fait. Et puis on est très attaché à la qualité en magasin. Donc c'est une espèce d'équation qu'on essaye de régler tout le temps. Et aujourd'hui, cette équation, elle ne change pas. C'est-à-dire qu'on est plutôt plus intéressant, parce qu'on consomme moins de matières premières quand on fait de l'éco-design, par exemple. On a d'autres coûts, mais au bilan vraiment de toutes nos opérations, ces 3 grands critères, pour nous, ils cochent les cases. Donc finalement, c'est ultra positif. Donc c'est plutôt motivant pour les équipes et c'est pas plus cher pour le client au final. Pour l'instant, dans nos projets aujourd'hui, c'est aussi un objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire qu'on est toujours en dessous des prix qu'on avait avant. D'accord. Donc voilà. Écoutez Ludovic, merci beaucoup d'avoir passé ces minutes avec nous et puis avec ceux qui nous regardent actuellement. On va suivre ça dans le réseau Yves Rocher, puisqu'il y a des choses qui vont s'activer à partir de la rentrée, et puis c'est une nouvelle façon de penser, donc tout ce qui va sortir en 2022 également, je pense que ça sera dans cet état d'esprit. Merci beaucoup d'être passé par notre studio. On vous donne rendez-vous tout de suite, si vous avez, je pense en plus que vous avez plein de questions à poser à Ludovic notamment, donc on se retrouve tout de suite pour cet échange autour des questions-réponses, et on vous donne rendez-vous pour le 3e épisode de la Retail Web Série by MPV. À très vite. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette dernière partie dédiée et consacrée aux questions-réponses. Je vais demander à nos intervenants d'allumer leur micro, leur caméra pour qu'ils puissent venir avec nous répondre à vos questions. On a eu pas mal de questions pendant ce simu-live. Alors, je rappelle que je suis aujourd'hui accompagné de Florian Delpierre. Donc, vous êtes président fondateur de l'agence Economédia. Je le redis pour les personnes qui nous regardent. Bonjour Florian, merci d'être là. Bonjour. Et puis Ludovic Codazzi, manager de l'identité retail et du design pour l'enseigne Yves Rocher. Ludovic, on vient de conclure ce simulaire. Vous étiez dans la deuxième partie. Alors, on a 20 minutes pour essayer de répondre aux questions qui ont été nombreuses. Je vais commencer avec vous, Florian. Lors de votre passage dans Simulive, la première question, c'était donc sur des PLV collectés. Est-ce que vous connaissez un petit peu la répartition entre celles qui vont être réutilisées, entre celles qui vont être recyclées et celles qui seront données aux ressourceries? Est-ce que vous arrivez à mesurer aujourd'hui sur le volume que vous ramassez à peu près la répartition? Oui, absolument. Aujourd'hui, on va favoriser déjà la réutilisation. Ça, c'est important. Donc, le principe des dons pour les ressourceries, ça, c'est notre première action. Et aujourd'hui, on va être à 55% sur les ressourceries, la réutilisation. Et ensuite, un bon 35% sur la partie recyclage et le reste pour la partie réemploi. Toujours un peu plus difficile. D'accord. Merci, Florian. Une question qui pourrait servir à tous les deux, même si je pense que pour Yves Rocher, c'est plus simple. Qui prend en charge les coûts de collecte? Alors, pour vous, par exemple, dans le cadre de L'Oréal, comment ça se passe? Pour Econo, écoutez, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la marque, ce sont les entreprises qui vont prendre en charge les coûts de collecte, qui vont prendre le coût de l'opération. Et là où c'est intéressant, c'est que avec l'ensemble des projets, ils sont finalement tous très différents. C'est comme un peu un projet de mobilier de PLV, on a découvert ça. Et on va travailler avec le client sur quels sont les coûts collatéraux. Voilà, parce qu'il dépense aujourd'hui déjà des choses sur de la destruction de matériel ou autre chose. Donc, on va aller identifier ces coûts collatéraux pour nous pouvoir s'en servir. Donc, ça ne va pas créer une ligne de budget supplémentaire. Voilà, on va s'appuyer également sur l'entreprise, sur le client pour nous accompagner sur le sujet. D'accord. Et alors justement pour Yves Rocher, Ludovic, il y avait une autre question mais qui se rapproche de cette thématique. Le circuit de collecte aujourd'hui c'est à 100% Yves Rocher, hein. C'est vous qui assurez vous-même la collecte. Alors sur l'exemple dont je vous ai parlé, effectivement, en tout cas c'est un circuit interne, mais sur l'exemple dont je vous ai parlé, effectivement c'est un circuit complètement. On a des circuits de retour qui sont organisés dans nos magasins.
où on envoie des produits, on peut récupérer des produits, enfin, un circuit un petit peu tournant. Et du coup, on a profité dans le cadre de ce projet de ce circuit déjà existant pour récupérer les PLV. Et c'est un petit peu ce projet qu'on va pousser pour pouvoir récupérer et recycler du coup nos displays magasins. Donc, c'est Yves Rocher qui paye en fait cette collecte, mais elle existait déjà avant, et ça, c'est important. Et alors, il y a une question qui me semble intéressante, qui vient compléter celle-ci, c'est est-ce que vous pensez, par exemple, pour Yves Rocher, que vous pourriez mutualiser ce type de circuit avec d'autres enseignes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Alors non, pas encore. Alors aujourd'hui, notre circuit de retour, il est très très Yves Rocher. Il ramène nos éléments dans notre base en Bretagne. Donc effectivement, c'est très typique, mais peut-être effectivement on pourrait envisager des choses. C'est pas fermé. Alors, question là aussi qui vous allez pouvoir répondre tous les deux, mais comment calculer en amont les coûts globaux supplémentaires versus les économies réalisées pour la mise en place de ce genre d'action? Alors, moi, je vais la simplifier cette question. C'est en gros, avant de se lancer, est-ce qu'il est facile de savoir ce qu'on va perdre ou ce qu'on va gagner? Florian, peut-être en premier. En tout cas, chaque projet est unique et à partir du moment où on a une forme de cahier des charges, et très souvent on va le construire avec le client, on va pouvoir avoir une offre bien personnalisée. Donc on identifie tout de suite le coût. Et évidemment, il ne faut pas que ça parte dans des délires, mais en même temps, ça a un coût. Il y a des coûts de transport, des coûts de collecte, des coûts hommes essentiellement. Et c'est là où c'est intéressant. On parlait d'économie sociale et solidaire, donc on apporte du travail, donc il y a des coûts. Et à un moment donné, très facilement, encore une fois, je rebondis sur les coûts collatéraux, c'est que rapidement, on va s'apercevoir que ça va venir en tout cas utiliser ces budgets-là. Donc ensuite, c'est aussi certainement, et je suis convaincu de ça, un levier de négociation pour les marques qui vont vers ça et qui vont aller ensuite négocier peut-être des emplacements, des deals de PLV avec les enseignes. Donc tout ça est lié, je crois que c'est pas juste un coup, c'est ça peut développer autre chose autour de ça. Chez Yves Rocher, Ludovic, quand vous êtes lancé dans cette aventure, vous avez fait des tableaux, des business plans, comment... Sur le projet maquillage, effectivement, où il y a tous cette idée d'aller récolter, donc ça c'est pas compliqué, mais surtout de faire broyer, trier, reproduire et calculer finalement le coût de cette matière première qui est nôtre demain, enfin qui est nôtre aujourd'hui, qu'on s'est auto-généré. C'est pour ça qu'on a fait un test en fait pour tester la rentabilité de ce projet, parce que il y avait la complexité logistique, mais il y avait aussi l'équation économique, comme je l'ai dit. C'est toujours important pour nous de balayer tous les sujets. Donc effectivement sur ce sujet-là, on a fait vite un calcul et le calcul était très très bon, et d'autant que le projet a été fait en période Covid, donc on n'a pas autant récolté que ce qu'on voulait. Donc effectivement le projet est très viable. Et globalement, par rapport à nous, on est plutôt sur des sujets d'éco-design, on va dire. Et sur l'éco-design, je crois qu'il faut pas trop se poser la question parce qu'il y a beaucoup de solutions en fait, pour avancer. Il suffit de comme le disait Florian, un cahier des charges bien précis. Qu'est-ce qu'on attend au final? Et par le choix des matières premières, parfois la souplesse ou la technicité qu'on va apporter, on va trouver des économies ailleurs. Donc je pense qu'il faut y aller, il faut creuser et puis on trouve des solutions. Alors, groupe de questions orientées clients. Moi, j'ai bien aimé. Alors, Florian, vous avez répondu un peu dans le Simulive avec l'utilisation du QR code. Mais communication auprès des clients. Première question, est-ce qu'il y a une communication, alors chez Yves Rocher et chez L'Oréal aussi, Florian, qui est faite auprès des clients? Deuxième question dans cette thématique, quels sont les retours? Si vous pouvez, peut-être pour Ludovic, ce sera plus facile, mais quels sont les retours du client? Est-ce qu'ils remarquent que vous faites des efforts sur cette thématique développement durable et est-ce qu'ils y sont sensibles? Alors, Florian, peut-être déjà sur la partie communication auprès du client et puis Ludovic après. Alors, effectivement, je vous présentais tout à l'heure notre fameux Picto, ce système qui va nous permettre d'apporter les preuves. Pour le moment, c'est encore trop tôt. Voilà, c'est vraiment très tôt, mais nous sommes convaincus qu'à un moment donné, sur le point de vente, on doit pouvoir communiquer sur les choses que l'on fait bien. Voilà. Et en l'occurrence, on ne fait plus confiance ni aux médias, ni à la presse, au greenwashing. Et on s'est aperçu dans des interviews que les clients faisaient confiance à leur point de vente et pour le coup à leur PLV, même s'ils ne savaient pas forcément ce que c'était, donc à leur mobilier où étaient présents les produits. Donc on a décidé de communiquer sur cette PLV, tout simplement. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, on saura vous donner des estimations, puisqu'on lance énormément de tests sur le sujet. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra même venir logotyper la boutique qui dira, voilà, ici, nous, on agit pour la planète et de façon transparente.
Et Ludovic, est-ce que vous aussi, alors comment vous communiquez auprès du client et est-ce que vous sentez une sensibilité de vos clients? Alors aujourd'hui, on communique assez peu sur les engagements, on va dire, éco-design PLV. On favorise nos produits sur ces sujets-là, puisque effectivement, nos produits sont très engagés, des formules avec beaucoup d'ingrédients naturels. On a beaucoup de produits sans sulfate. On privilégie ces messages, parce qu'effectivement, dans un point de vente, on peut pas tout dire non plus. Donc, fais attention à ça. Après, on a une idée, en tout cas, on a envie de communiquer plus, et on a des retours, en tout cas terrain, de nos biais en point de vente qui nous disent souvent qu'elles ont des questions. C'est-à-dire que il y a des clientes qui posent des questions sur le magasin, sur les matériaux utilisés. Donc l'idée là plutôt nous c'est d'aller vers notre terrain. Notre équipe training en fait va développer un module de formation qu'on va travailler ensemble pour expliquer très simplement, parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer des choses trop pointues d'experts, mais simplement expliquer sur 2-3 exemples voilà, quelles sont les actions faites par la marque sur son magasin et pouvoir les relayer simplement aux clients. Alors, il y a une autre thématique, c'est l'engagement des équipes en interne et ça fait le lien. Est-ce que, alors je ne sais pas si Florian va pouvoir répondre pour L'Oréal, c'est peut-être un peu compliqué cette question, mais je vous la pose à tous les deux. Mais est-ce que, enfin, d'ailleurs, Alexandra en a parlé dans la vidéo, mais est-ce que la sensibilité à cette thématique développement durable aujourd'hui fait partie du processus de recrutement chez Yves Rocher ou chez L'Oréal? Et pour les gens qui sont là depuis plusieurs années dans le réseau, est-ce qu'il y aura de la formation sur ces thématiques? Je ne sais pas, Florian, est-ce que… Moi, juste un mot, je ne suis pas une marque, moi je suis un citoyen et je pense que l'on travaille sur le changement de comportement. Et le changement de comportement, s'il est de nous, il est des marques et des enseignes, des points de vente. Voilà, donc je crois que demain, il va falloir aller recruter, enfin, si on a envie de continuer à vendre des produits, et puis c'est de s'adresser aux populations les plus jeunes qui sont très sensibles et les plus vieilles aussi. Enfin voilà, je crois qu'on a intérêt à y aller. On doit y aller aujourd'hui vers ce genre de principe, il faut agir. C'est tout simplement, changement de comportement, on doit y aller, quoi. Et pour Yves Rocher, Ludovic, est-ce que ça fait partie du processus de recrutement? Est-ce que vous favorisez les échanges autour de ces thématiques en interne? Je dirais qu'en tout cas, sur le recrutement, je ne peux pas vous répondre dans le détail, mais je pense que c'est plutôt une question de valeur globale, d'adhésion globale aux valeurs de la marque. Et comme notre marque porte fortement ça en elle, les candidats sont, j'imagine, dans cette optique. Mais non, nous, c'est plutôt que… En tout cas, nous, on sent bien qu'il y a la marque, le groupe Yves Rocher est devenu entreprise à mission. Donc, ça veut dire quelque chose pour les collaborateurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a une mission économique comme toutes les entreprises, mais on s'est aussi mis une mission qu'on a appelée, que la marque a appelée Reconnexion à la nature, qui embrasse beaucoup de sujets et qui, du coup, en tout cas, motive les collaborateurs autour de cette nouvelle mission. Et dans nos équipes, on a des gens qui poussent très fort pour les projets. Et moi, dans mon équipe, typiquement, j'ai des gens qui sont ultra investis et du coup qui proposent et qui c'est très intéressant parce que ça vient aussi des équipes, ça vient des clients. Et quand les équipes sont hyper impliquées, qu'elles ont envie, du coup, on avance très vite. Comme je disais, on peut pas tout faire, mais parfois, avec la motivation d'un grand groupe, on arrive à faire beaucoup de choses. Est-ce que cette mise en place de collecte, de récupération, de éco-conception va autant s'adapter à du mobilier éphémère que du mobilier permanent? C'est une question qu'on a eue pendant le Simulive. Oui. Vas-y, Ludo. Non, Ludovic, pardon. Oui. Non, je disais que oui, pour nous, évidemment, c'est transversal. Là, aujourd'hui, le Covid fait qu'on ouvre moins de magasins, forcément, puisque la période est tendue, mais en tout cas, en conception de mobilier, que ce soit de mobilier ou de display ou de PLV, le sujet est transversal. Florian ? Oui, en effet, et puis l'éco-conception elle est intéressante et on a, nous, beaucoup de demandes sur la partie éphémère, mais ça va être surtout aussi la facilité d'aller collecter cette partie éphémère. Aujourd'hui, on a des box de partout dans les magasins, ça va dans tous les sens, et puis voilà, maintenant, c'est comment on réfléchit en éco-conception à une vraie facilité de retour sur les centres de tri. Et donc, l'éphémère, c'est important puisque ça brasse beaucoup de gisements de PLV, et quant à la partie plutôt durable, les PLV qui vont rester un peu plus dans le temps, c'est là où les chemins de valorisation sont intéressants sur la réutilisation ou le réemploi. Voilà.
Autre question, alors moi j'ai ma réponse, mais je vais la garder pour moi. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible parce que bon, c'est vrai que Yves Rocher et L'Oréal, on peut se dire, bon, vous avez choisi, même quand vous nous parliez, Florian, pendant le Simulive d'Unilever, on peut se dire, ouais, c'est super, mais c'est des groupes qui ont des milliers de salariés. Voilà. Est-ce que ça peut fonctionner pour des gens qui ont 20, 30, 40 points de vente? Oui, bien sûr. Oui, oui. Tout à fait. Vous parliez de mutualisation tout à l'heure, de mutualiser un peu les projets. Je pense qu'on peut arriver à ça. On travaille sur des sujets sur les parfumeries, sur les pharmacies aujourd'hui. Donc, on a des collègues qui viennent dans les centres-villes. À un moment donné, on peut aussi s'arrêter ailleurs. Donc, je pense que ça s'adresse à tout le monde et au contraire, ça fait vraiment du bien de se dire chaque fois qu'on a une action et qu'on a des résultats, de pouvoir aussi en parler à ses clients, donc que ce soit 1 point de vente, 10 points de vente ou 30 ou 3000. Enfin, oui, il faut, il n'y a pas de petit réseau, quoi. Ludovic, moi, la question que je me pose justement, c'est que avant de lancer dans la totalité, enfin au niveau national, je pense, vous allez me répondre, est-ce que vous faites des tests déjà sur un petit parc de points de vente avant de lancer et de déployer? Ça dépend des projets. Je dirais que on l'a fait. C'est-à-dire, on va tester, on va avoir une période de test du prototype, on va dire, dans quelques magasins avant de le généraliser, mais on fait pas de pré-test aussi important que ça, parce que déjà, on essaie d'être convaincu, et puis il faut aller vite, je crois. L'urgence un peu globale sur ces sujets-là est clé. Donc, en fait, on avance, on s'assure qu'effectivement, dans ces nouveaux matériaux, il y a plein de choses qu'on découvre, donc on essaie de sécuriser au maximum le déploiement, parce qu'effectivement, 3000 points de vente, si on a un petit souci lié à un design ou à un matériel qui n'est pas finalement au niveau que pouvait être le métal ou d'autres matériaux plus habituels, effectivement, il faut l'anticiper. Donc, il y a cette phase, mais maintenant, globalement, on essaie d'avancer vite. Et ce que je voulais dire par là, c'est que oui, imaginez, vous testez sur 15 points de vente, ça fonctionne. Ça veut dire que quelqu'un qui a 15 points de vente ou 20 points de vente peut aussi le mettre en place, quoi. Oui. Il ne faut pas se fixer des barrières. Vous le disiez, Ludovic, d'ailleurs, il faut juste avoir une nouvelle façon de penser. Oui, c'est challengeant. Oui, il y a des problématiques qu'on va rencontrer, auxquelles on n'avait jamais eu affaire auparavant, mais il faut savoir les aborder et je pense que c'est la clé d'une réussite, ce que vous disiez, Ludovic. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a l'idée je pense qu'il faut démarrer et puis des solutions arrivent. Il y a des solutions. C'est vrai que sur un plus petit réseau, c'est pas toujours comparable, mais je pense que ça dépend si le réseau est déjà en place depuis un certain temps. Si c'est un réseau qui se crée, sur des réseaux qui se créent, c'est évidemment plus simple d'aller faire quelques actions simples, mais voilà, je pense qu'il y a un côté graduel. Il faut avancer, trouver ses solutions, et c'est déjà énorme de se mettre dans une démarche et quand on lance cette démarche, en général, ça va très vite parce que tout le monde va y adhérer. Ça a du sens, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Nous, l'exemple qu'on a avec nos éléments maquillage magasin, finalement, il y a peu de magasins qui ont été concernés à cause du Covid, mais ce peu de magasins nous a remonté ça vraiment son énorme envie de voir arriver ces fameux éléments recyclés, faits à base de leur action. Je pense qu'on peut embarquer facilement beaucoup de gens. Et pour ce on arrive bientôt au terme de cet échange, pour terminer, est-ce qu'il y a rapidement des points où vous êtes sûr qu'il ne faut pas reproduire, c'est-à-dire que vous êtes un peu cassé les dents sur quelque chose et des conseils, des tips, des choses où vous êtes sûr que ça fonctionne, il faut y aller, et d'autres où vous êtes dit ne le faites pas comme ça, on l'a mal appréhendé, et un retour d'expérience? Pour le moment, tout se passe plutôt bien. Effectivement, il ne faut pas dire oui à tout. Il faut bien comprendre. Je crois que le brief est hyper important et les volontés vers quoi on a envie d'aller. Voilà. C'est pas de se dire on veut recycler et puis il faut le faire. Non, c'est vraiment un engagement. Tout à l'heure, Ludovic le disait bien. Il faut qu'on soit tous alignés et avoir cette même volonté. Et l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ces gisements de PLV. Voilà, et pourquoi on le fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, non. Et de toute façon, si on se casse la gueule, c'est un peu comme les enfants, on se relève et on continue à marcher. Enfin voilà, là aujourd'hui, on en est là, donc faut pas hésiter. Il faut pas se dire c'est compliqué. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on a démystifié ça sur le programme Iconogreen. C'est simple, c'est un souci de facilité qu'on a mis en place. Et je crois que Ludovic le présente bien sur son opération maquillage. Voilà. Tout le monde est aligné, tout le monde a envie d'aller jusqu'au bout et tout le monde est content de participer. Et on a ce même sujet sur une opération maquillage très importante où on était sur 80 magasins, là on passe sur 285 avec un objectif sur plus de 3000 magasins sur 2022. On n'a pas dit non, mais on y va petit à petit. On teste, on regarde, voilà. On a un vrai
un vrai challenge sur ces sujets-là. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça va créer de l'emploi, ça va créer du volume de travail, des heures de travail, et c'est ça l'objectif. Et agir évidemment pour la planète. Bien sûr. Ludovic, vous disiez juste un mot qui peut répondre à ça, c'est que vous nous dites dans la vidéo, moi je suis venu aussi ici témoigner parce que je pense que l'échange entre les enseignes et les marques, c'est ce qui va faire, enfin avec tous les acteurs d'ailleurs, c'est ce qui va faire avancer les choses. Complètement, parce que je pense on n'a pas, nous, on va être très humble sur le sujet, on est débutants, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Donc l'idée, c'est vraiment de creuser. On s'est vu avec Florian il y a peu de temps pour parler de ça, parce que c'est important d'échanger. On a quelques exemples, on arrive à faire des choses, on a envie de faire beaucoup mieux, et on a envie justement de partager cette motivation, parce que tout seul on va pas y arriver, puis ce sera jamais qu'une petite goutte d'eau si on le fait tout seul. Là, il faut qu'on soit tous bien sensibles, et l'idée, c'est que là pour le coup, les marques ont un vrai point commun, je trouve, à dire, voilà, tous nos points de vente demain, il n'y a pas que Yves Rocher, tous les points de vente des marques doivent aller vers quelque chose de mieux. Chacun dans son timing, chacun avec cette possibilité, mais en tout cas, le retail ne doit pas rester à côté de ce changement. C'est important. Et je rejoins Florian sur le brief, parce que le point important, je pense, c'est de se dire au départ, qu'est-ce qu'on attend de ça? Qu'est-ce qu'on attend de ce nouveau projet et de cette nouvelle vision? C'est hyper important, parce que des choses vont changer forcément, hein, il va falloir s'adapter. Donc, quels sont les points clés et quels sont les renoncements sur lesquels on peut être d'accord au départ? Et quand on a ça, c'est déjà beaucoup plus facile. On va retenir cela pour conclure. Le brief est primordial. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à la fois à la partie studio, à la partie live questions-réponses. Et on vous souhaite bonne chance dans vos projets, et on va suivre ça de près. Pour terminer, je rappelle que le salon MPV se tiendra du 5 au 7 octobre prochain, donc 2021. Donc inscrivez-vous, allez-y nombreux. S'il y a des questions que vous souhaitez poser auxquelles on n'a pas pu répondre, vous avez un groupe LinkedIn, un événement sur LinkedIn, sur la page d'MPV. Allez-y, allez poser vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Et puis, on vous donne rendez-vous dès septembre pour le 3e épisode de la Retail Web Série by MPV. Merci beaucoup, et je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.